évidemment, vont nous rejoindre. Danny Cohn-Bendit et Luc Ferry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, prenez place et on va parler des deux grandes actualités. Bonsoir Luc. Bonsoir Dany. Bonsoir. Merci beaucoup et à l'un et à l'autre d'être là. Évidemment, les deux grandes actualités de la soirée, c'est ce qu'on vient d'évoquer avec le ministre Laurent Saint-Martin, le risque de récession générale et les ripostes de l'Europe à Donald Trump. C'est aussi évidemment, commençons par là, le combat autour de Marine Le Pen. Ces grands rassemblements qui ont marqué l'après-midi dans les deux camps, rassemblements opposés concernant l'inéligibilité de Marine Le Pen. Votre regard général sur ce qui s'est passé dans la justice, est-ce que selon vous c'est le droit qui s'applique enfin, disent certains, c'est la formule ce soir de Gabriel Attal qui dit « tu voles, tu paies », ou est-ce qu'il y a quelque chose comme une méthode... J'ai pas dit « enfin », c'est le droit. Et puis moi, je suis ni pour ni contre, c'est le droit. Trois juges dire, elle n'a pas rien fait. Il y a un détournement de fonds publics de 4 millions prouvés. Il y avait 7 millions, il y en a 3 qu'on n'a pas pu trouver, et 4 millions trouvés. Elle est condamnée à 4 ans, dont 2 fermes, voilà. Et puis ils ont mis l'empêchement provisoire. Très bien, c'est comme ça. Alors, je comprends qu'il y en a qui protestent, et c'est ça, dans un an, c'est pas la peine de s'énerver, ça ne sert à rien. Bon, maintenant, tous ceux qui trouvent que c'est une mauvaise... Ils font pression pour que la Cour d'appel décide différemment, et les autres qui défendent la justice, ils disent que la Cour d'appel décide, Le Pen sera candidate. Oui, on est en désaccord, c'est pas nouveau. Bon, voilà, c'est en gros la gauche trouve ça très bien et la droite trouve ça pas bien. Voilà, donc essayons d'aller un peu au-delà de ça. Voilà, j'étais assez impressionné par l'argumentation de Noëlle Lenoir, que tu as dû connaître. Elle a été ministre des Affaires européennes. Oui, tu l'as rencontrée à ce moment-là. Bon, elle a été membre du Conseil d'État, membre du Conseil constitutionnel. Elle est avocate. Elle a été déontologue de l'Assemblée nationale. Donc, Madame éthique de l'Assemblée nationale, et qui dit que ça, s'il n'y avait pas le syndicat de la magistrature de Marine Le Pen, ce qui est problématique, c'est l'exécution table dans un État de droit démocratique en bon état. C'est que le justiciable est présumé coupable, il n'est pas présumé innocent. Luc. Donc ça peut se justifier s'il y a un risque. Luc. Risque invoqué apparemment dans ce qu'on peut en lire dans la presse, puisque ça n'a pas été rendu public, c'est le trouble à l'ordre public. Mais ce qui trouble l'ordre public, c'est ce jugement, c'est pas Marine Le Pen. Voilà. Donc qu'elle soit, si elle a piqué de l'argent, s'il y a eu, voilà. Maintenant, imagine, Dany, je te rends la parole tout de suite. Imagine que ce soit l'inverse. Imagine qu'on ait un syndicat de la magistrature de 30% à Phyllis Mélenchon, pour le même motif, ce qui n'est pas totalement inimaginable, et qu'on applique l'exécution provisoire. Mais que dirait la gauche, que dirait Gabriel Attal ? Bon, mais moi je ne suis pas la gauche ni la droite, je suis moi. Et donc je dis simplement, je comprends la juge ou les 3 juges qui disent, voilà, d'après nous, quelqu'un qui a commis ce délit ne devrait pas être président de la République. Voilà. Justice. Si je mets inéligibilité sans rien, c'est du méfait de d'autres. Après, elle est contente, ils sont contents les juges parce que la Cour d'appel, intelligemment, dit, vous avez tous raison, c'est politique, et que, alors là, ils vous disent que... 30%. Oui, mais on verra ce que fait la Cour d'appel. Si la Cour d'appel maintient, avec inéligibilité provisoire, eh bien, on verra à la Cour de cassation que Marine Le Pen devrait se retirer parce que elle risque d'avoir une inéligibilité à la fin confirmée. Je fais confiance dans le sens, de toute façon, je peux pas faire autre chose. Les juges décideront en Cour d'appel et puis la Cour de cassation déciderait pouvoir être, donc on met pas inéligibilité et c'est à la Cour de cassation de décider. Je dirais, c'est l'état de droit. Oui, c'est la chose que je n'accepte pas. Les arguments de Luc, d'Alain Finkielkraut, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est des arguments de fond. La manière dont le Rassemblement national attaque le système, en fait, c'est du trumpisme contre l'état de droit. Et ça, c'est inacceptable. Donc, ce n'est pas inacceptable de remettre en cause un jugement. C'est ça la démocratie, ça a toujours été. Le Rassemblement national fait du trumpisme aujourd'hui.
Si le syndicat de la magistrature n'avait pas dit qu'il ferait tout son possible pour empêcher l'ensemble des magistrats, ce qui est très injuste pour les autres magistrats, c'est scandaleux pour les autres magistrats. Le problème, c'est que c'est pas marqué sur le... Et tu prétends pas que les juges qui ont décidé étaient du syndicat de la magistrature? J'en sais rien. Ah d'accord. Je n'en sais rien. D'accord. J'en sais rien. Moi non plus. C'est pour ça que je dis. Moi, j'étais dans la commission Truche pendant 1 an et j'ai le plus grand respect pour ces magistrats qui sont c'est scandaleux pour eux que un syndicat de la magistrature prenne position officiellement. Okay. Mais dans ce cas, ça jette l'offre sur oui, tout le monde. Ok, mais passons à autre chose maintenant. Non, c'est très important. Mais ce que tu dis, voilà, les magistrats ont dit ça. Écoute bien ce que tu as dit toi-même. Étant donné ce qu'elle a fait, que c'est pas bien, il faut pas qu'une femme qui a commis quelque chose d'aussi mal, qu'elle est tachée de pure. Attends, Luc, à l'interprétation de la mesure de ce qui est. Toi, tu as une autre interprétation de la faute. Oui, c'est moral. De Marine Non, c'est pas moral. Elle a piqué. Donc elle ne peut pas être élue. Donc, l'interprétation des juges, c'est ce genre. Tu dis c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Tu as le droit. C'est une interprétation de dire que quelqu'un. Enfin, 2 choses. Premièrement, pourquoi il y a la plus dure. Marine Le Pen a déclaré en 2014 une personne qui pique dans la caisse doit être inagitée. Sa position à elle. Alors maintenant qu'elle ait pris le doigt dans le miel, elle dit non. Là, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Elle a dit, Marine Le Pen, en 2014, elle a dit, si quelqu'un pique dans la caisse... Oui, et met son pognon ensuite... Elle a piqué dans la caisse, et elle a mis l'argent avec sa... Si on regarde ce qui est comparable, c'est intéressant, dans les débats qu'il y avait là le 31 mars, le soir même, le lendemain, 1er avril, Alexis Corbière, qui était là, disait, c'est pour les mêmes raisons. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oh non, mais si on remonte, écoutez, attendez, si on remonte à Mitterrand, c'est pas le problème. Si on remonte à Mitterrand, écoutez, encore une fois, ce n'est pas moi. J'ai essayé d'expliquer comment je comprends ce qu'a fait. Mais tu l'as bien expliqué. J'ai essayé d'expliquer et moi je crois, mais peut-être que je me trompe, que la Cour d'appel prendra la même décision. On verra la manière dont le Rassemblement national remet en cause le système est dangereux parce que c'est du Trumpisme. Est-ce qu'on dit comme un autre, c'est-à-dire la petite phrase que vous rappeliez du syndicat de la magistrature qui appelait à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite, évidemment, cette idée qui revient dans une partie de la justice, de la classe politique, n'est pas tout à fait comme les autres. Est-ce que c'est encore vrai ou non? Moi, je vais vous dire, jamais au pouvoir, et Marine Le Pen et le RN n'arrivent jamais au pouvoir. Je reviens au sujet. Lui, il ne se mobilise pas pour le RN, il a le droit. Mais je dis simplement que je vous dirais exactement la même chose sur Mélenchon. Soyons clairs. Regardez le fonctionnement des parlements depuis 50 ans. Mais est-ce que vous croyez que tous les assistants parlementaires, je ne parle pas simplement de l'Europe, je parle de tous les... Est-ce que vous croyez qu'ils ont travaillé exclusivement pour le Parlement? Non, la femme de Fillon, non. La femme de Fillon, non. Mais est-ce que tu dis est faux? Et deuxièmement... C'est pas prouvé, il a été condamné pourquoi? Et ça ne veut pas dire que c'est prouvé. Et le juge Burgot et l'affaire Outreau, c'est prouvé? Ah non. Et le mur des cons, il n'existe pas? Non, mais attends, Dany, là, tu badines. 150 députés étaient dans le... 50 députés étaient dans le même cas. Il y avait des emplois familiaux qui étaient là. Attends, je dis une chose... Fillon a été condamné. C'est pas ça que je dis. Je dis que l'usage parlementaire était partout. Simplement que la justice, il y a de la loi. Je dis simplement, je ne vois pas aujourd'hui d'autre solution qu'avoir la patience d'attendre ce que va dire la Cour d'appel. Donc, elle est présumée coupable. Voilà. La question plus large sur le RN, 1945, c'est encore présent dans certains esprits. Mais c'est pareil pour LFI, je suis d'accord avec Dany, si je peux faire en sorte que LFI et RN n'arrivent pas au pouvoir, je suis d'accord. Mais parce que c'est devenu un parti qui est clairement louche sur la question de l'antisémitisme. Bon, donc je pense que LFI est bien pire à tous égards. Non, mais le RN, peu importe, en tout cas, je les mets sur le même plan. Non, je mets LFI bien pire. Si j'ai un démocrate absolument impeccable qui me disait mais si je devais choisir, il est évident que soit je voterais blanc, soit je choisirais Le Pen, évidemment. Est-ce qu'on doit donner ou non le droit au RN d'avoir changé une fluidité des idées, c'est-à-dire vous avez beaucoup changé d'idées
au cours de... Non. Vas-y, Dany, toi d'abord. Est-ce que vous admettez l'idée que le RN, au fond, a changé d'idée, que le RN de 2025 n'est pas le FN de, je sais pas quoi, de 78? Est-ce que oui ou non, pour vous, c'est un autre parti, en grande partie, ou vous considérez qu'il y a toujours un passif? Non, attendez. Premièrement, évidemment que LFI peut changer. LFI se débarrassant de la clique Mélenchon peut changer. Bon, le FN-RN a changé, il est devenu trumpiste. Et pour moi, le trumpisme, c'est l'attaque frontale contre la démocratie libérale. Donc, il n'est plus Le Pen antisémite, instrumentaliser l'antisémitisme contre Soros, c'est-à-dire que ces forces de pouvoir, à un moment, peuvent se servir de l'antisémitisme. Mais Orban, donc ça ne la dérange pas que Orban, je dis... Non, mais bon, moi, je vous ai déjà répondu. Sur la question du rapport Israël à l'antisémitisme, c'est évidemment LFI qui a fait un papier là-dessus, peu importe, mais je cite des gens, c'est pas moi que je cite Klarsfeld, je cite Paul Amar, je cite l'ancien patron de la lutte contre l'antisémitisme, du bureau de lutte contre l'antisémitisme, bon, qui disent tous, Smith est un parti qui a fait son aggiornamento, je choisis le parti qui a fait son aggiornamento, voilà. Là-dessus encore, vu ce que fait Israël, quelqu'un qui est pour Israël doit choisir entre Israël et Netanyahou. Vous devez être contre Netanyahou. Et quand Bardella et d'autres vont rejoindre des fascistes au gouvernement israélien, qui fêtent chaque année l'assassinat de Rabin, qui se conduisent comme des fascistes, comme se conduisaient par exemple les Français, les colons en Algérie, contre pas être pour Netanyahou. Donc, pour moi, Marine Le Pen, Bardella, qui sont pour Netanyahou, qui vont à cette réunion, eh bien, ils sont bizarres. Mais je suis intégralement d'accord avec l'analyse que Dany fait depuis longtemps. On a fait la même sur Netanyahou. Je pense que Netanyahou est farouchement hostile à l'idée de deux États. Je pense qu'en effet, c'est ça qui est intéressant. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Dany qui le dit. Comme des fascistes homophobes. Et donc, je pense en effet que Netanyahou est une catastrophe pour son pays. C'est cela que Bardella a été voir. Mais c'est pas le problème. C'est le problème. Non, c'est pas le problème. Non, c'est absolument pas le problème. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Ces gens-là sont des fascistes, mais ils sont pas antisémites pour autant. Donc non, mais ils sont fascistes, mais pas antisémites. Non, ils vont voir des cas. On parlait de l'antisémitisme du Rassemblement national. Ils vont voir la même chose. Mais moi, je parle du racisme. Je dis aujourd'hui... Globalement, vous êtes l'un et l'autre des intellectuels. Ça se discute. Cohn-Bendit, voilà. Est-ce que les intellectuels sont beaucoup vous cités dans votre livre dans tous les camps, c'est évidemment accablant. Aragon, Éluard... stalinien, théoriquement, il ne faudrait pas qu'il y ait des rues et des noms de collèges si on était cohérent. On le regarde ça avec pas des noms de collèges de Ferry, voilà. Patois. Devant, il n'y a pas Jules. Bravo. Ouais, Paul Bert non plus. Paul Bert, on est d'accord. Si on fait la liste, Sartre faisant l'éloge de l'Union soviétique, c'est les Mussolini. Enfin, la liste évidemment est terrifiante. En réalité, ça rejoint ce dont vous parlez dans votre livre quand vous dites oui, on peut changer d'avis, mais les intellectuels français, est-ce qu'il y a une forme de malédiction des intellectuels français? Malédiction, non. Cette folie, notamment à gauche, parce qu'à droite, c'était avant. C'est l'après-guerre. Au fond, ce que les intellectuels de gauche constatent, que quelqu'un comme Edgar Morin, par exemple, qui rentre au PC, comme Foucault, par exemple. Qui a fait un très beau livre expliquant comment il en est sorti. Et un excellent livre sur la guerre en Ukraine aussi, où il est totalement d'accord avec moi et en désaccord complet avec toi. Mais quelque chose. D'abord, c'est que l'URSS nous a quand même rendu service, les États-Unis aussi, mais l'URSS aussi. Bon. Et deuxièmement, ce qu'ils constatent, c'est que l'Europe des Lumières, l'Europe de l'Aufklärung, qu'est-ce qu'elle a fait, cette Europe? La colonisation, et tu as raison sur l'Algérie, ça n'a pas été grandiose, hein. Je suis désolé de le dire, mais il y a eu des crimes de guerre sur crimes de guerre entre 1830 et 1850, c'est l'horreur. Criminalisation, et c'est le fascisme, parce que c'est Vichy, c'est Salazar, c'est Franco, c'est Pétain, c'est Hitler, c'est Mussolini. Voilà, toute l'Europe des Lumières bascule dans les deux horreurs aux yeux des soit de gauche d'une certaine manière, c'est inévitable. Ce qui n'est pas normal, tout à fait d'accord. Ce qui n'est pas normal pour ceux de gauche. Alors, vous aviez on va pas parler maintenant de la droite antisémite, raciste et des gens de gauche avant. Qui sont partis. C'était avant. C'est les années 30. C'est les années 30. Oui. Donc, non, juste pour dire qu'on sait que ça aussi, ça a lieu. Il n'y a pas que la gauche. Oui. C'est pour ça que j'ai fait cette petite introduction. Mais maintenant, regardez, au début des temps modernes, Claude Lefort, un article dans les temps modernes sur les camps de concentration en Russie.
Ça lui a refusé. Et Sartre a dit non. Ouais. Il dit non, pas question. C'était la paix, faisant l'éloge de l'URSS. Et, je sais pas, 40 ans après, on demande à Sartre, mais à l'époque, vous avez refusé de parler des camps staliniens dont tout ça main que ça existait. Et Sartre a dit une phrase qui est incroyable. Il y a des moments historiques où on a raison d'avoir tort. Et c'est ça qui est terrible. Ah, la fameuse. Par exemple, Manès Perber. Vous prenez Manès Perber, communiste, qui après voit ce qui se passe et l'accord hitléro-stalinien, etc. Ça a été horrible. Vous prenez Arthur Koestler. Donc, il y avait cette vision qu'il fallait une alternative au communisme, au capitalisme, au colonialisme, etc. Voilà, et donc, il y avait cet espoir. Et cet espoir, le socialisme réel, l'a complètement détruit. Et la pratique des partis communistes réels, et le Parti communiste allemand, par exemple, et donc, il y a beaucoup d'intellectuels qui, sous le choc, essaient d'expliquer, oui, il y a la réalité, il y en a qui évoluent, et il y en a qui restent empêtrés dans leurs erreurs, dans leurs idéologies. En tout cas, ça explique au lendemain de la guerre cette haine des Lumières, de la démocratie même. On est anticapitaliste, on est anticolonisation et on est antifasciste. Donc on rentre quelque part au Parti communiste ou Mao ou trotskiste. Je vais défendre Dany pour une fait de pensée fluide que j'aime bien, mais je voudrais te mettre un petit os dans ton argumentation. Dany n'a jamais été marxiste. Camarade de 68, et contrairement à peu près tous mes camarades de l'époque, il a été ni communiste, ni trotskiste, ni maoïste. D'accord. Donc il était libertaire, ok ? Maintenant, si je prends, et moi j'étais gaulliste, et deux programmes, au sens du programme informatique, quand on a, il y a 60 ans, disons, quasiment 60 ans, 68. Si je regarde ce que tu es devenu, c'est totalement cohérent. Si je prends un mec de 68, toi tu as incarné, on peut dire 68. Si je prends un type de 68 qui est libertaire, qui est antitotalitaire, qui est pas marxiste, aujourd'hui il est à la CFDT dans l'écologie. Et moi, en gros, pareil, je suis gaulliste à l'époque, j'ai pas changé. C'est pour ça qu'on n'est pas si fluide que ça. Non, tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'engueule. Hein. Oui, non. Je lui donne une autre signification. D'accord, vas-y. Une autre signification. Je suis libertaire, autogestionnaire. Mon rêve, c'est pas l'État bolchevique, c'est l'autogestion partout, dans les écoles, dans les lycées. C'est ce rêve. Et puis tout d'un coup, je m'aperçois au fil du temps, je vais pas faire tout le monde ça, que la plupart des citoyennes, des citoyens, des fois ils veulent dire non, ils descendent dans la rue, ils protestent, ils manifestent, ils font grève, mais ils ne veulent pas faire de la politique 24 heures sur 24. Ils veulent déléguer. Et c'est là que je passe au parlementarisme. Parce que je me dis, pour changer les choses, il faut faire évoluer les... Et ça, c'est dans la... C'est pour dire, je ne veux trouver un autre rapport. C'est en ça... Oui, mon ami, mais souviens-toi qu'à l'époque, la CFDT est autogestionnaire et PSU. Oui. Donc tu vois, t'as pas changé, en fait. Non, et donc, je te dis un truc, je te mets encore une autre pierre, c'est exactement ça, une pierre dans ton fleuve. Il y a des bornes... Il y a des bornes et il y a des dogmes en vérité. Le dogme en grec, ça veut dire simplement un contenu auquel on tient. Voilà. Et donc je pense qu'on est aussi borné et dogmatique l'un que l'autre, au bon sens du terme. Si je parle avec toi de l'antisémitisme ou du racisme, on est d'accord tous les deux. Il y a des choses qu'on n'acceptera pas. Il y a des absolus. Tout n'est pas relatif, tu vois. Donc t'as du solide, t'as du dogme et des bornes. Voilà. La fluidité, ce n'est pas de dire que tout est possible. C'est pas du relativisme. C'est pas du relativisme, voilà, absolument. Okay. Non, la fluidité, c'est d'accepter face à l'évolution des réalités, de changer de position. La fluidité, c'est de dire, je me suis enthousiasmé pour Emmanuel Macron, j'ai expliqué ça, sont en même temps, etc. On est pour, on est contre, c'est pas ça. Mais à un moment, la réalité, est là où je crois que je reste consistant, c'est-à-dire je n'accepte pas d'être en contradiction avec ce que j'espérais. Mais on est entièrement d'accord, c'est pour ça que je ne cesse de critiquer les LR. Je pourrais très bien, si j'étais un Godillot, je défendrais les LR. Je pense que c'est le parti le plus con qu'on puisse imaginer aujourd'hui, pardon de le dire un peu brutalement. Est-ce que vous avez des regrets? Non, j'ai pas fini, Darius. Je pense mais tu vois bien qu'il faudrait pas que les gens comprennent sous l'idée de pensée fluide qu'il n'y a pas des dogmes ou auxquels on croit. Totalement relativiste.
Alors, c'est vrai, Pardon, par exemple... Darius, mais je pense que c'est une par exemple, disons, un parcours qui m'est difficile à comprendre, je ne condamne pas, c'est Annick Riegel. Oui. De stalinienne à hyper de droite. Et je me dis, il y a quelque chose qui me dérange. Je sais pas comment l'expliquer, parce que on n'est pas, en partant de la radicalité inacceptable, stalinienne, on n'est pas obligé... Ils ont tous fait ça, Dany. Le roi Ladurie, pareil. Oui, mais c'est pas mieux. Mon ami François Furet, qui était mon meilleur ami, pareil, tu vois. Au fond, parce qu'ils ont été tellement indignés par leur propre erreur sur le communisme, tu vois. Alors qu'en vérité, ils savaient, parce que le retour du RSS de Gide, on savait ce qu'il y avait là-dedans. Oui, Kravchenko, il y avait Rousset, David Rousset, on le savait. Mais Luc, David Rousset qui a été pulvérisé par... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut accepter, enfin pour moi, de se confronter à la réalité. C'est-à-dire, il faut se remettre en question par rapport à une certaine réalité, ce qui t'oblige à certaines évolutions. Mais je voulais te le faire dire, je suis d'accord. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ministre, c'est peut-être une erreur, mais ça m'a permis de voir des trucs que j'aurais pas... Est-ce qu'on a un peu trop vite, disons, passé sur des choses qui étaient quand même très graves? Les maoïstes, les trotskistes, des gens qui soutenaient de grands crimes, pas vous, effectivement, mais dans ceux que vous avez fréquentés, il y en avait beaucoup. Les pires, c'était les Mao. Disons les choses, si vous aviez fréquenté de la même manière des nazis ou des fascistes, on l'aurait pardonné un peu moins bien. On dirait pas, c'est pas grave, il était avec des fascistes et des nazis, mais au fond, ils ont un peu... Les gens comme Finkielkraut dont vous parlez, ils disent, j'ai été maoïste. C'est quand même soutenir des camps de concentration. Et on en parle presque... On lui en a pauvre, le brave. Il est un bonhomme de droite aujourd'hui, accepté par tout le monde. Enfin, le pauvre Finky, personne lui en veut, C'est exactement ça. Est-ce qu'en réalité, il y a une inégalité de traitement? Non, mais alors là-dessus, non, là-dessus. Mais évidemment, lisez, mon ami, si vous ne l'avez pas fait, d'ailleurs, moi, c'est mon côté vieux prof, Démocratie et totalitarisme de Raymond Aron. Que dit Raymond Aron dans cette question que vous posez directement, je me perds pas. Il dit, voilà, on peut comprendre que des gens bien aient été communistes. Parce que le projet communiste était un projet des Lumières aussi, c'était un projet humaniste. Il dit, ça a tourné à la catastrophe, peut-être qu'ils auraient dû être plus conscients, voir les choses tout de suite. Plus rapidement, puis même comprendre que, par exemple, la dictature du prolétariat, c'était quand même un peu... il y avait anguille sous roche. Mais on pouvait comprendre qu'un ouvrier ou un brave type qui est pas un universitaire qui connaît tout, prétend tout connaître, pouvait adhérer. Tandis que les gens qui adhéraient au nazisme étaient des salauds d'entrée de jeu. Voilà. Oui, et ça, la différence est juste. Et c'est tout à fait vrai. Voilà. Moi, j'ai participé à un film sur Raymond Aron où j'ai dit que j'ai compris trop tard à quel point Raymond Aron avait raison. Il était génial, avait raison. Là, justement. On a un raccourci d'histoire. Danny Cohn-Bendit qui a, vous avez quoi, 80 ans maintenant? Non, mais ça, j'ai participé il y a 10 ans. Mais qui félicite Raymond Aron. Mais l'histoire, la boucle est bouclée, écoutez, là. Un des plus beaux moments sur l'histoire des boat people, un des plus beaux moments, et on pouvait critiquer André Glucksmann qui avait été maoïste, mais un des plus moments, c'était la réconciliation Sartre-Aron pour les boat people. Bien sûr. Donc, et l'explication que donne Luc, il faut pas l'oublier. Qui était nazi était pour une société hiérarchique. Et puis ils étaient antisémites et racistes. Voilà. Donc, si Heidegger passe du côté des nazis, c'est si vous voulez, un plémet qui a réussi à lui pardonner ce qu'on ne comprend pas toujours. Avançons un peu. Un mot de réponse d'abord. Qui s'est le moins trompé? Républicaine et libérale, c'est Aron d'ailleurs. Parce que moi j'ai invité Aron. Attends. Qui s'est le moins trompé? Moi je crois que c'est un mélange, je dirais, Laurent Berger. Moi, j'ai reçu dans mon séminaire à Ulm, moi je suis pas normalien, j'ai fait mes études, l'essentiel de mes études en Allemagne, mais je suis pas, mais j'avais un séminaire à Ulm, j'ai reçu Raymond Aron à Ulm, il était terrorisé quand je crois que c'est en 81, parce qu'il avait été pourchassé par les maoïstes. Notamment par les Miller qui le pourchassaient littéralement, les Lacaniens qui étaient abominables, et donc voilà, ce pauvre Aron, moi je dis c'est quand même Aron, parce que Aron il est social-démocrate au départ, il est juif, il est social-démocrate et libéral, et je trouve que cette trajectoire-là, c'est la nôtre, Dany, c'est ce qu'il y a de meilleur chez nous. Oui, mais vous pouvez dire Hannah Arendt, oui, il y a des intellectuels.
Claude Lefort, voilà. Castoriadis, dans leur capacité, Edgar Morin, même si je suis pas d'accord sur l'Ukraine, mais dans sa capacité d'évoluer. Moi, de se tromper, ça peut arriver à tout le monde, même. Luc a bien expliqué pourquoi le communisme pouvait être ça. Sponville, qui est un type bien, voilà. Mais que après, la capacité d'expliquer comment on s'est trompé, c'est ça qui est important. C'était difficile. Et ça, Edgar Morin était capable de le faire. C'est pour ça que j'ai évité de me tromper. Si les libéraux se sont le moins trompés, est-ce qu'ils vivent leur plus belle heure ? Ce qui est en train de se passer, c'était la thèse de voilà, c'est pas là où on a compris. Vous votez Luc Berger, voilà, chacun c'est Laurent Berger. Peu importe. Regardez, Luc Berger, chez Grasset, c'est autre chose. Regardez de quelle manière aujourd'hui Trump en réalité soulève le monde entier contre lui en défendant une idée qui était généralement dans l'autre camp, qui est que il faut remettre des barrières douanières. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons, mais de gauche. Est-ce que c'est au fond par une forme d'hommage au libre-échange et protectionnisme de gauche. Voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer d'après vous ? Écoutez, moi je suis un libéral, républicain en politique, libéral en économie, donc je ne crois pas au protectionnisme, peu importe. Maintenant, je commence à être fatigué de voir qu'on explique la politique de Trump simplement en disant c'est une andouille et un fou. Non, c'est pas suffisant. Quel est le projet politique ? Après, je dirais que je laisserai la parole à Dany, mais ça va avoir des conséquences sur le problème du réarmement de l'Europe. Et le problème des rétorsions qu'on peut avoir vis-à-vis de la tech américaine, c'est très difficile. Mais je vous dis d'abord quel est le projet de Trump. Il va y avoir de l'inflation, tout le monde l'a compris, évidemment. Trump l'a dit 100 fois au début, mais dans un deuxième temps, il va y avoir des effets qui ne seront pas intégralement négatifs. Pourquoi ? Il veut déprécier le dollar. Pourquoi il veut déprécier le dollar ? Pour favoriser les exportations américaines. D'accord ? Bon, c'est pas forcément idiot. Deuxièmement, il veut relocaliser aux États-Unis la consommation et la production. On ne boira pas de cognac, on boira du brandy. On ne boira pas de champagne, on boira du vin californien, etc. Bon, ça va être au départ assez dur parce que ça va faire une augmentation pour le pouvoir d'achat des petits ménages de 3 000. Ils vont perdre $3 000 par an, mais il va compenser ça évidemment en faisant baisser par exemple le prix de l'énergie. C'est pas difficile à faire, c'est faisable. Donc tous ces crétins qui disent c'est épouvantable, il va y avoir de l'inflation, mais il le sait, il le dit toute la journée. Donc c'est pas la peine de lui objecter ça. C'est la première chose qu'il dit, oui, il va y avoir de l'inflation, je m'en occuperai. C'est pas ça, encore une fois, exportation avec un dollar plus ferme et relocalisation. Ça va marcher en partie et à court terme, c'est délicat. Maintenant, je dis un mot, le 365 Outlook, l'Office Moïse, jusqu'au cou, parce que ça veut dire qu'on n'a plus de messagerie, on n'a plus de mail. Il faut faire attention, parce que, car contrairement à ce que je lisais dans la presse, vous voyez, donc il faut se méfier de Trump, il est vraiment très dangereux. D'abord, dans la conception de le Parti communiste et les soldats armés, c'est avec l'arme. Et c'est la fin, si on veut, d'un monde régulé du marché mondial. Si on ne veut plus, si c'est les Américains seuls, comment le marché doit exister, eh bien, ça veut justement l'Europe et les autres nations à l'esclavage. Ils veulent être des esclaves, des esclaves devant réagir à ce que veut Trump et les Américains. Et je crois simplement que ça ne peut pas fonctionner. Alors je suis incapable de dire à court terme, à moyen terme, à long terme, sanglante entre la Chine, les États-Unis et le reste du monde qui va regarder, plus l'Europe. Et l'Europe doit trouver une porte de sortie pour renforcer son pouvoir, pour pouvoir contrer d'égal à égal les États-Unis, pour le faire reculer. Luc a des arguments de dire on peut pas, les rétorsions, ça peut pas être n'importe quoi. Négocier, oui. Je suis d'accord. Mais on le voit, pauvre Zelensky, il peut pas négocier parce qu'il est pas en rapport de force avec Trump. Et le danger qui existe aujourd'hui, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, la création de l'ONU, par exemple, M. Orban est fier de recevoir M. Netanyahou. C'est-à-dire, tout ce qu'on a essayé après 1945 d'un état de droit international, eh bien, Trump est en train de vouloir le détruire. Mais pardon, avec un peu de provocation, vous avez tellement dit, vous en particulier, Dany, c'était absurde que... Attendez, finis ma question. On a le droit de finir sa question quand même. Oui, mais si la question est bête, c'est difficile de lui répondre. Je ne crois pas que la question soit bête. Les écologistes qu'un grille-pain soit fabriqué avec des pièces qui viennent des 4 coins du monde, qui polluent énormément, qui soient fabriqués par des ouvriers sous-payés à l'autre bout du monde. Voilà. On défend la Aujourd'hui,
pour de mauvaises raisons peut-être, mais Trump en réalité est en train de tout à coup de gripper ce système et on voit à quel point le monde entier nous explique ça. Mais le projet, encore une fois, exportation avec un dollar faible et deuxièmement, relocalisation. C'est ce que vous dites. C'est pas c'est ce que défend toute la gauche depuis des années. Il faut que vous compreniez bien la difficulté pour nous, Européens, la difficulté indépendamment du fait que l'Europe est en bisbille. L'Italie et l'Espagne n'ont pas les mêmes intérêts que l'Allemagne avec les douanes sur les Mercedes et les BMW. Bon. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que comme on a zéro tech, voilà, on n'a pas d'IA, on n'a pas de messagerie, toute la tech est américaine, que ce soit dans les armes, dans les entreprises, dans les administrations, la technologie est américaine. Hier, Llama est sorti, l'IA de Meta, il y a 4 versions, c'est dingue de chez dingue et dingue. J'allais dire une grossièreté, mais vous voyez par où? Parce qu'on peut, les mesures de rétorsion, et c'est pareil pour l'armement. À quoi ça rime? Je suis désolé de le dire. Ça fera marcher l'industrie française, on créera des emplois, ça va faire plaisir. Ah, puis la France. Bon. Mais ça ne sert à rien si on n'a pas l'environnement tech autour. Les drones américains sont 1000 fois super performants. Xavier Niels a annoncé qu'il allait mettre 100 millions d'euros. 100 millions sur Mistral AI, l'IA française. Mais eux, ils mettent des dizaines de milliards. Oui. C'est comme si on voulait faire le Grand Prix de Monaco avec une R5. Oui, mais ce que dit Luc, en le prenant comme ça, quelle est la course contre la montre que l'Europe doit faire? C'est-à-dire l'Europe doit essayer de stabiliser la situation pour investir, pour rattraper son retard. Non, mais c'est ça. Le problème, il est que la relocalisation au détriment des plus faibles et la terreur, ceux qui défendent la démocratie illibérale. Et ça va être intéressant comment le Rassemblement national va se positionner face à l'offensive de Trump et son accord avec Trump sur la démocratie libérale. Moi, je vous dis, cet axe-là ou cet acte, c'est le nouvel impérialisme, masculinisme, trumpisme qui veut imposer sa vision du monde. Et ça, c'est dangereux. Je crois qu'il nous réveille aussi bien sur le plan militaire que sur le plan économique. Il nous réveille, je suis d'accord. Mais c'est dangereux parce que c'est brutal. En même temps, je vous signale qu'il n'y a pas de krach boursier. Il y a zéro krach boursier. Non, il y a une baisse de 10%, il n'y a pas de krach. C'est pas vrai. Zéro krach. Non. Au contraire, on va négocier, puis on va, voilà. Et les chefs d'entreprise, ils vont pas écouter Macron quand il dit de pas investir là-bas. Non, ça nous réveille aussi bien sur la question de l'armement. Il y a zéro armée qui tienne aujourd'hui sans la technologie de l'IA. Est-ce que oui ou non, pour vous, c'est depuis 89, 91 en particulier, on a vécu dans cette idée qu'il y aurait toujours plus d'échanges. Dieu sait si à droite et à gauche. Et rééquilibrage de la mondialisation, évidemment, on le dit, pays les plus faibles, mais fait de cette manière, ce n'est pas... Il y a quelqu'un l'autre jour qui disait, avec un peu de provocation, il disait Trump a plus fait les ONG pendant 30 ans, parce qu'effectivement, il y a une... Et il faut se dire que notre réarmement doit être complètement repensé, c'est pas impliqué, parce que il y a des gens qui disent on va taxer les Harley Davidson. Alors là, ça va vraiment embêter. Donc c'est ridicule. Et si on taxe la tech, je vous le dis très clairement, on est mort. Je vais vous dire. Pays démocratique, on avait oublié aussi, mais le travail des enfants va continuer. Il ne faut pas penser que parce qu'il y a ça, le travail des enfants va s'arrêter au Vietnam. Mais c'est malin, je sais pas qui c'était, mais il n'était pas très malin. Est-ce que je peux vous soumettre une question de béotien? Regardez, j'ai acheté des figues à midi. Voilà, des figues. Je sais pas si elles venaient de Carthage pour me dire, oui, c'est trop près. Là, au contraire, c'est très loin. Je crois que c'est au Pérou. Ouais. Une fille de 15 ans, elle m'arrache la tête si elle sait que j'achète des figues venant du Pérou parce que bilan carbone, blablabla. En réalité, est-ce que c'est l'avenir du monde? Malgré tout, plus il y a d'échanges, c'est ce que disait Voltaire au XVIIIe siècle, que les deux hémisphères échangent le plus possible. Malgré tout, c'est mieux que toute autre solution économique. Est-ce qu'on constate cette vérité? Chaque chose est toujours faux. Alors c'est quoi l'autre système? C'est un mélange. Si ça c'est mieux, c'est ça l'idée le communisme c'est mieux, le fascisme c'est mieux, le néolibéralisme non. Le problème, la démocratie, c'est justement un équilibre entre les possibilités. Et bien, si quelqu'un veut s'acheter des figues à 35 €, il a le droit. Mais moi, il faut qu'il y ait des possibilités d'avoir des fruits qui viennent de France ou d'Europe qui ne coûtent que 2 €.
C'est pour ça qu'il faut équilibrer le droit des électeurs à voter pour Marine Le Pen et le droit d'appliquer la loi. Voilà, c'est l'équilibre à la démocratie. C'est ce que dit le Conseil constitutionnel. Il y a quand il y a des droits qui s'opposent, il faut concilier les deux. Voilà, non, mais je peux être que d'accord avec ce dit Dany, évidemment. Mais en même temps, il y a des moments de l'histoire. Mais bien sûr qu'il faut... Notamment sur la texte, pour ça que je me moque un peu de Xavier Niels quand il dit qu'il va mettre 100 millions, mais il va les donner à Arthur Menn. Si j'étais Arthur Menn, je serais ravi qu'on me donne 100 millions. Mais encore une fois, on va faire Monaco, le Grand Prix de Monaco avec une 2 chevaux. Voilà. Un petit mot de conclusion. Chacun, il ne reste pas beaucoup de temps, mais non. En réalité, est-ce que tout ce qui se passe américain, on se donne l'illusion qu'on a une marge de manœuvre, on en a une quand même, mais c'était frappant. Le ministre tout à l'heure disait bien, on essaye de contrer Trump, mais on doit faire très attention. Il n'y a que l'Europe qui ait une véritable marge de manœuvre. La France seule n'a aucune marge de manœuvre. La Chine a une marge énorme. La Chine, oui, non, je veux dire pour nous. Il n'y a que l'Europe. C'est ça qu'il faut comprendre. Jamais ceux qui les souverainistes, ceux qui étaient contre le 2005, contre l'Europe, le renforcement de l'Europe. Eh bien, si on ne renforce pas culture, en réalité, quand on voit les choses, on est déjà américanisé en point tel. Ça non, c'est nous le 51e État. C'est vrai, on est une province de l'Empire, non pas de l'Empire romain, mais de l'Empire américain. Et notamment, j'y reviens, la Chine peut se permettre, mais c'est une manière de vous répondre, parce que la Chine, elle a la tech, elle a une technologie du numérique qui est largement aussi efficace et aussi avancée que celle des États-Unis. Donc sur le plan militaire, la Chine est absolument pas, elle a besoin ni de nous ni des États-Unis, et sur le plan technologique, elle a besoin de personne. Sur les 20 entreprises numéro 1 au monde de la tech, donc les plus riches et les plus innovantes, il n'y a pas une entreprise française, pas une entreprise européenne. Donc la Chine peut se permettre de rétorquer. Nous, on va être obligé de discuter, mais tu vois, on va être très très prudent. Hein. On y reviendra dans le cours de la soirée. Merci beaucoup, et à l'un et à l'autre. Et je rappelle votre livre, Dany Cohn-Bendit, évidemment, dans quelques instants. Et vous l'avez reçu, vous, Darius, le livre ? Bien sûr, je l'ai reçu. Moi pas. Hein. Ah bah alors, vous allez lui offrir un livre quand même, Dany Cohn-Bendit, avec une belle dédicace. Pour l'économie de marché. Ah bah voilà, vous voyez, voilà. Faites le payer plus cher pour lui, un prix spécial, plus cher. Le radinisme en libéralisme. Souvenir d'un apatride, Daniel Cohn-Bendit. Dans quelques instants, parole à Margot Haddad qui va recevoir Geoffroy Roux de Bézieux et Thierry Breton. À tout de suite.